Souvent les gens viennent. C'est pour ça que je suis content que tu sois venu, parce que souvent les gens viennent pas à Genève. C'est marrant parce que les gens ont l'impression que Genève, c'est. Je sais pas, il y a toujours un regard sur la Suisse extrêmement malveillant en fait, je me rends compte de la part des Français. Alors que quand on est en Suisse, on se rend compte à quel point on peut avoir un regard malveillant sur la France. Tu comprends? Non mais c'est vrai, c'est marrant, c'est vraiment une position d'exil quoi. En plus c'est assez marrant parce que t'es à Genève, t'es à la France à 5 minutes. Et donc t'es là, t'es comme une sorte d'observateur. Et c'est assez drôle. Tu te rends compte à quel point la France, on en a rien à foutre. Il paraît que tu aurais déclaré un jour Bedos c'est Bedos, c'est vrai? Oui, oui, je l'ai dit, mais c'était dans le cadre. J'avais dit plusieurs trucs comme ça. J'avais dit Bedos c'est Bedos, Beckett c'est Beckett, Shakespeare c'est Shakespeare. En fait, il y en avait, c'était comme plutôt une litanie en fait. C'était pas vraiment une déclaration, je crois que c'était un poème. Quand j'étais petit à l'école, j'avais fait un sketch de Bedos. On avait repris avec une amie. C'était un sketch de Bedos qu'il faisait avec Sophie Daumier. C'était la grande époque de Bedos, Sophie Daumier. Enfin, pas quand j'étais petit, c'était déjà fini, mais c'était la grande époque de Bedos quand même. Sophie Daumier, Bedos, Dabadi au texte et tout ça, c'était quand même quelque chose. C'était avant qu'il pense qu'il avait quelque chose à dire, quoi. Il y a d'autres questions? J'ai remarqué qu'on ne retrouvait pas souvent dans tes œuvres les quatre éléments fondamentaux, l'air, l'eau, la terre et le feu. C'est voulu? C'est pas voulu. Et c'est quelque chose, je me suis dit effectivement un jour. Je dis, c'est marrant, Hervé, tu passes à côté d'un truc là. J'oublie tout le temps que je devrais les mettre, ou que je pourrais les mettre, ou que ce serait peut-être pas inintéressant que je les mette. Bon, souvent il y en a un de temps en temps qui traîne, mais c'est vrai que, en fait, c'est effectivement un universitaire qui m'avait fait remarquer ça, et je me dis que c'est con parce que je rate le coche d'être étudié à l'université. Et ça, c'est des conneries parce que c'est finalement que des histoires de technique et de méthode, ouais. Ouais, je manque de méthode. Et le chant délicat des papillons en rute ne m'atteindra jamais. Je les entends crier dans mon sommeil de brute que je suis un déchet. Et mon nez sous leur cou laisse couler des litres de sang mêlés de lait. J'invoque en bafouillant l'honneur dû à mes titres, mais je suis un déchet. Et tel un petit vieux, je bave et je marmonne en rêvant en secret qu'un pontife en haillons à Noël me couronne empereur des déchets. Mais hélas, même au cœur du pays des raclures où croit ce temps bouquet, chancre rasé nabot de toutes les natures, je suis le seul déchet. Les clapartes joyeux en société s'ébattent, le porc se reconnaît dans ses frères de pu, le lombric et la plate, moi seul suis un déchet. Et tout au long des jours, tenant ma propre laisse, j'arpente mon palais. Je suis le souverain, la plèbe et la noblesse du peuple des déchets. Et lorsque je me crois maître de la planète, d'insolents farfadets dansent autour de moi en chantant à tue-tête, venez voir le déchet. Et le jour où enfin la justice bavarde saisira mon procès, on m'entendra l'idée d'une voix pleurnicharde, grâce pour un déchet, grâce pour un déchet. On t'entend souvent parler argent, Hervé. C'est quelque chose que tu n'hésites jamais à aborder, tu en parles très facilement. Certains vont jusqu'à dire même que c'est un peu ton côté américain. Et c'est vrai, on sent que tu es très décomplexé par rapport à cette question d'argent. Par rapport à l'écriture? Par rapport à l'écriture, bien sûr.
C'est-à-dire quand on me file pas de pognon, c'est toujours un peu chiant. J'ai besoin Ouais, j'ai besoin d'avoir du pognon pour écrire quand même. Voilà, maintenant, bon, bah, il y a du pognon, on y va. C'est purement, ouais, je crois que c'est un peu. Enfin, chacun a ses méthodes. Hein. En tout cas, toi, ça t'aide. Ouais, ça m'aide et c'est une nécessité. La porte, c'est le passage, si tu veux. Pour moi, le truc, c'est que ce qui est très important, c'est ce moment. Pourquoi tu utilises des portes au théâtre? Parce que la porte, c'est un symbole très simple et très explicite. Et le théâtre, c'est toujours qu'une histoire de passage. Enfin, je crois que c'est ça le théâtre. En tout cas pour moi, disons. Je dirais que le théâtre, c'est le passage d'un état à un autre, d'un étang à un être en devenir. Donc je trouve que la symbolique de la porte, même si elle est peut-être pas si présente que ça dans mes pièces, mais c'est un peu un fait exprès. Et je crois que c'est important qu'elle soit là sans y être, quoi. Mais comme un fil que tu tiens et qui est toujours ton fil. Je pense que mais bon, tous les auteurs sont comme ça. Enfin, en tout cas, tous les bons auteurs. Il y a toujours un fil qui est en dessous, qui est une espèce de partition, je sais pas, des trucs sur lesquels tu écris mais dont tu parles jamais. Et pour moi, il y a quand même cette histoire de porte, de passage, ça rejoint toute la philosophie nietzschéenne et tout un tas de préoccupations qui sont les miennes, enfin depuis longtemps, quoi, et que je cherche pas à montrer dans ce que je fais, c'est-à-dire je cherche pas à pointer du doigt, tiens c'est ça que je fais, tiens c'est ça ma philosophie, non, parce que c'est pas ça qui est intéressant au théâtre. La thématique du passage, c'est très fort, ouais. De toute façon, on est toujours, enfin le passage, on est de passage, on est des passeurs, c'est une course de relais, quoi. C'est pour ça aussi que je parle souvent aux metteurs en scène avec qui je travaille d'une structure en porte. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé à un moment de ma vie dans une revue spécialisée sur le second œuvre du bâtiment, donc c'est-à-dire tout ce qui est portes et fenêtres et applications PVC, enfin tout ce qui était, tout ce truc-là. Mais comprendre la structure en porte, quoi. C'était un petit rire strident, entrecoupé de propos incohérents. L'ensemble était assez mélodique et j'ai pensé que mon emploi du temps me permettrait bien une chanson très courte à la gloire de la petite fille au cerveau de yaourt. Quand elle a dit c'est fini je fous, le camp son jeune ami a pleuré beaucoup. C'était assez prévisible et je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de déplorer dans une chanson si courte l'inconstance de la petite fille au cerveau de yaourt. Elle s'est pendue au fond d'un bois, laissant un petit mot qui disait j'ai froid. Je ne sais pas si j'en suis triste ou content, mais si ça ne tenait qu'à moi, j'interdirais les chansons même très courtes à la mémoire des petites filles au cerveau de yaourt. Tu as collaboré avec Edouard Bond, il paraît. En fait, c'est par un ami commun, en fait. C'est-à-dire que c'est un copain qui me téléphone, il me dit tu dois connaître Edouard Bond. Alors, je connaissais effectivement un petit peu. Et il me dit voilà, il est en train d'écrire une comédie autobiographique. Bon, bah, il patauge un peu pour la comédie, quoi. C'est pas tellement son truc. Et donc, il m'envoie effectivement il me dit voilà, je t'envoie les premières pages qu'a écrit Edouard, et puis tu les lis. Et effectivement, ça commençait. Bon, c'était marrant, quoi, mais ça commençait par. Je m'appelle Bond, silence, Edouard Bond. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, alors attends, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, il trouvait ça très drôle. Et c'est marrant, souvent, c'est les grands dramaturges
qui sont plutôt des érudits, qui travaillent plutôt dans le domaine de la tragédie. Ils ont finalement très peu travaillé la fibre comique, et puis alors donc ils ont un bagage comique, enfin ouais, un bagage, je dirais, d'une connaissance très nulle. Donc finalement ils ont des références assez enfantines ou potaches de l'université ou des choses comme ça, et donc ils croient que ça va être marrant, alors qu'ils font un truc qui est un petit peu éculé, quoi. Donc voilà, bon ben on s'est rencontrés, on a parlé un peu, je lui ai fait découvrir les Monty Python, il a trouvé ça vraiment marrant, il connaissait pas du tout, et puis voilà, je fais un peu office de, pas de gagman, mais ouais, un peu d'essayer de, parce que je crois que, je veux dire, c'est un dramaturge, donc il sait ce qu'il écrit, c'est peut-être plus se remettre dans une veine, ouais, travailler ensemble sur creuser une veine comique, quoi. C'est bien, on s'entend bien. On retrouve beaucoup dans tes pièces la thématique de la mort de l'enfant. Est-ce que c'est une provocation de ta part, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus angoissé derrière? Franchement, je pense qu'il y a des deux, c'est-à-dire que, évidemment, il y a le fait que ce soit récurrent me laisse à penser que c'est signifiant. Il y a évidemment sûrement une part de provocation, c'est-à-dire que je suis toujours surpris, les gens sont toujours plus choqués quand c'est un enfant qui meurt que quand c'est un pas enfant, quand c'est un adulte, un héros adulte. Et bon, à la fois c'est marrant parce que je me disais l'autre jour, tu sais la phrase « les femmes et les enfants d'abord », je lisais ça parce que j'étais sur un bateau, j'allais en Corse, et on se dit, c'est marrant, enfin moi je me dis pourquoi on sauverait les enfants d'abord, alors que finalement, bon, les enfants, ok, ils ont une espérance de vie plus grande, mais enfin, ils n'ont rien d'engagé, ils n'ont pas vraiment de projet, de choses à finir après, ou de choses à poursuivre. Moi, je serais plutôt partisan de noyer les enfants. C'est vrai que ça va être un moment dur, mais bon, ils ont assez peu conscience finalement que la vie va s'arrêter, alors que pour moi, ce serait complètement atroce, quoi, de mourir noyé. Donc c'est un truc comme ça que je me dis. Alors là, tu vas me dire, ouais, c'est encore de la provoque, mais pas du tout. Je pense que c'est un peu con de penser que les enfants sont porteurs d'espérance, parce qu'on sait... C'est-à-dire qu'on regarde l'histoire, on s'aperçoit que les enfants sont pas du tout porteurs d'espérance, quoi. Mais ça, c'est un peu la connerie humaniste dans laquelle on baigne, où on essaie de nous faire baigner. Et voilà. J'aimerais te faire écouter quelque chose et que tu réagisses en direct. Bah si tu veux. C'est quoi, c'est de la musique. Ouais, ça a de la tenue. C'est... Ah, mais tu sais qui c'est? C'est le chanteur... C'est Jello Biafra, c'est le chanteur des Dead Kennedys. C'est ça? Mais c'est pas son groupe. C'est pas les Dead Kennedys. Enfin, je crois que c'est sa voix en tout cas. Hein. C'est marrant, c'est ma femme qui m'a fait découvrir les Dead Kennedys. Alors que elle est violoncelliste, classique, mais alors, je dis, elle est violoncelliste classique, mais elle est super branchée musique rapide et tout. Ah ouais, ça ouais, c'est... L'autre groupe, je vois pas qui c'est. Te faire écouter autre chose si tu veux bien. Ah oui, je vois. T'as fouillé dans ma discothèque là. Ça fait longtemps que j'avais travaillé toute une pièce. C'est une compile de générique télé, de feuilleton, de trucs. Et j'aime bien me mettre dans des ambiances pour écrire. Et c'est vrai que je crois que c'était sur Monsieur Paul. Je passais ce truc en boucle et tu sais, ça te fait un effet, ça te squatte la tête. Mais il y a un rendu à l'écrit qui est pas mal. Tu sais, il y a Dantec, il écrit sous LSD. Moi, j'écris plutôt sous musique. Mais c'est quand même...
C'est un choix. Je choisis pas forcément des musiques qui me plaisent, tu vois. Quand même de la merde, ça. Hein. Mais ça permet un bon rendu. Je peux te faire écouter autre chose? Ouais, on va bouffer, non? Tu préfères? Ouais, on fait une petite pause, on va bouffer, il y a de la soupe. D'accord, d'accord. C'est marrant parce qu'on est rentré dans une période. On était avec Eva, ma femme, on était vachement rebuchon à un moment. Et là, on est en train de glisser complètement, presque dans l'excès contraire. C'est rebuchon, c'est une cuisine vachement au beurre, finalement qui n'a pas un grand intérêt parce que tu as l'impression que le beurre noie tout. Et justement, là, moi je serais plutôt dans quelque chose d'aller vers de l'écrémage. Mais c'est assez drôle parce que tu peux vraiment faire un parallèle avec le théâtre contemporain, c'est-à-dire que il y a un côté très rebuchon dans le théâtre contemporain. C'est pas tout évidemment, hein, mais beaucoup. Je trouve que c'est super bavard. Ouais, c'est ça. C'est le verbe est un peu au théâtre contemporain, ce que le beurre est à la cuisine de rebuchon, quoi. Et moi, je serais plutôt dans l'idée d'épurer, ouais, d'épurer, d'aller vers quelque chose de plus léger. Mais plus léger, ça veut pas dire. Tu veux dire pas, c'est pas moins consistant? C'est pas moins consistant. Les goûts sont là, les saveurs sont là, elles sont peut-être mieux là. Bon, c'est un pont que je fais comme ça. Je ne vais pas en faire une théorie. Ouais. Dérobuchoniser le théâtre contemporain. Ouais, c'est ça. Et je jouais enfin parmi les sycomores. Et je comptais enfin au nombre des danseurs. J'avais quitté le monde étroit des dorifores, la meute des lapins pour celle des chasseurs. Le vin coulait bien chaud et le goût de la fête dissipait ces derniers relents de pourriture. Et je n'avais plus peur ni d'homme ni de bête. J'avais mon strapontin parmi les créatures. J'avais presque oublié la morsure du froid, le réconfort du vide et l'angoisse du plat. Et ce morne royaume où mes ineptes lois condamnaient à l'exil ceux qui n'y vivaient point. J'avais conquis ma place auprès de la Trambrique, et j'écoutais sans nul excès de déférence jeunes et vieux parler de leurs vies excentriques, et ma voix se mêlait à leur concert de sens. Un soir que nous jouions dans le jardin d'hiver, j'en vis trois tout à coup se changer en cloporte, se nourrissant de bouse et déféquant des vers. Et puis 4, et puis 7, puis toute la cohorte, faisant crisser leurs yeux d'une infecte façon. Ils se déchiquetaient de leurs pinces putrides. Ils viennent de finir, les survivants s'en vont. Je suis seul à nouveau dans mon âme apatride. Je vais te poser une question un peu bizarre, probablement que tu ne seras pas à même de très bien répondre, toi personnellement. C'est qu'est-ce que tu penses? Quelle est la part d'inconscient dans ce que tu écris? Tu arrives à le voir, toi, ou pas? C'est une question. Ouais, c'est un peu une question à la con. Ouais. Je sais pas. Je
sais pas. C'est piégeant comme question. Oui, c'est une question. Non, c'est pas que c'est bateau, mais c'est que c'est... La part de quoi? Et si t'arrivais toi à te rendre compte quelles sont les choses qui t'échappent au moment de l'écriture? Ouais, au moment de l'écriture, les choses qui m'échappent. C'est-à-dire que tu as probablement relu des pièces que tu as écrites il y a longtemps, tu les regardes, tu les lis aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il te semble que tout à coup, c'est le même homme qui a écrit ça ou c'est pas le même homme aujourd'hui? C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis putain, c'est un peu raté, quoi. Mais je sais pas si dans ce que je fais, on peut parler d'inconscient. J'ai une écriture que je maîtrise vachement ce que j'écris. Mais il y a forcément une part d'inconscient, t'en conviens quand même. Ouais. Et quand j'étais en Indonésie, j'avais été. Je fais gaffe avec l'histoire d'inconscient de machin parce que moi je suis bouddhiste, donc forcément, c'est une autre approche en tout cas. Donc, ouais, je préférais parler de monde souterrain. Leurs cornes sans pitié me chatouillent le ventre. En un clin d'œil, ils se réfugient dans leur antre. Comme les collégiens tabassent l'enfant cul de jatte aux abois. Depuis que Dieu m'a fait limace, les escargots se rient de moi. Loin du confort douillet de leur palais de nacre, en frissonnant je songe à d'utiles massacres. Comme chevaliers en armure, traquant un petit animal muni d'instruments de torture, les escargots me font du mal. Pourquoi n'ai-je jamais les meilleures salades? Où trouverai-je abri quand je serai malade? Comme une jeune mère imprudente fait sécher son enfant au four, même sans intention blessante, les escargots me jouent des tours. Reconnaissez que je rampe aussi bien qu'un autre. L'argent de ma pave brille autant que le vôtre. Comme autant de vers solitaires blottis dans leur propre colon. Loin des limaces prolétaires, les escargots tiennent sa main. Dans les rivières gelées des vallées martiennes m'attendent des êtres mi-pingouins, mi-sirènes. Demain je quitte la planète par le premier vaisseau cargo. À l'heure où dans leur maisonnette s'endormiront les escargots. Je connais pas très bien le monde du théâtre en fait. C'est beaucoup plus le monde du shampoing finalement. Mon rapport au théâtre, il est quand même très, ouais, c'est un rapport assez lointain. Je serais bien meilleur si tu me posais des questions sur le shampoing. Surtout en ce moment qu'on est en train de développer toute la nouvelle gamme biotech de BTSB. Aus einem leeren Geigenkasten zieht sein Instrument und der Kasten verschwindet. Und spielt ohne Bogen ein Lied ohne Wort und dreht den Zylinder, doch drunter kein Kopf und kein Hals und kein Leib, keine Arme noch Beine, das hat alles verloren im Krieg.
Und so bleibt noch sein Lied, nur das ist noch da, denn auch ein Zylinder hat er nie kennen gehabt.